Aujourd'hui, Dan a développé des liens beaucoup plus harmonieux avec les piranhas. Ce matin, il lui prépare des œufs d'alligator brouillés. Mais partager leur mode de vie aurait été impossible si Everett n'avait pas d'abord percé le secret de leur langage. Si vous arriviez ici, au sein de la tribu Piranha, sans parler un mot de leur langue, comment vous vous y prendriez pour l'apprendre? Dans une telle situation, étant donné qu'il n'y a aucun point commun entre notre langue et la leur, vous ramassez des objets puis vous les montrez du doigt pour essayer d'apprendre leur nom en Piranha. En passant ces journées à répéter cette méthode, on apprend progressivement la langue, même si elle n'a rien en commun avec celle que l'on connaissait. Et j'ai fini par parler Piranha. Kohoy était le professeur d'Everett. Le mot pour oreille est aoué. Le mot pour peau est aoué. Le mot pour étranger est aoué. Le mot pour main est aoué. Et le mot pour coquille de noix du Brésil est aoué. La seule différence entre ces mots se trouve dans l'intonation. À mesure qu'il apprenait la langue, Everett s'est rendu compte qu'il manquait certains éléments. Le piranha n'a pas de mots pour les couleurs et aucun temps du passé ou du futur. Mais il y a plus surprenant. Le piranha n'a pas de chiffres. Les recherches de l'Institut de technologie du Massachusetts révèlent que la culture des piranhas est peut-être la seule sur Terre à exclure toute notion numérique. Les piranhas n'ont pas de chiffres parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils vivent très bien sans. Une fois, on m'a demandé « Mais les mères piranhas ne savent pas combien d'enfants elles ont ?» C'est exactement ça. Elles ne savent pas combien d'enfants elles ont, mais elles connaissent le prénom de chacun d'entre eux. Elles savent à quoi ils ressemblent. Elles n'ont pas besoin de savoir combien elles en ont pour savoir qui sont leurs enfants et à quel point elles les aiment. Ces années à chasser avec ce peuple ont permis à Everett de faire une autre découverte. Les piranhas ont une connaissance encyclopédique de leur environnement. Chaque enfant piranha, chaque femme et chaque homme de la communauté connaît le nom de toutes les espèces de faune et de flore présentes dans leur environnement. Ils côtoient des milliers d'espèces différentes. Non seulement ils peuvent vous donner leur nom, mais ils peuvent aussi les décrire en détail, vous dire de quoi elles se nourrissent, vous parler de leur mode de vie et de l'endroit où on les trouve. En s'immergeant totalement dans leur univers, Everett a pu déterminer l'une des caractéristiques majeures de leur culture. Les piranhas semblent vivre entièrement dans le présent.
Ils ne se soucient pas de savoir ce qu'ils vont manger plus tard, parce qu'ils savent qu'ils peuvent aller à la rivière pour pêcher un poisson. Le fil de leur journée est dicté par leurs besoins du moment. Ils ne s'inquiètent pas pour l'avenir et ne réfléchissent pas au passé. Ils vivent dans le présent. Beaucoup pensent que pour être heureux, il faut vivre sans regret et sans inquiétude pour l'avenir. Il semblerait que les piranhas aient adopté cette philosophie. Quand je suis aux côtés de ce peuple et que je me retrouve seul avec eux, on discute beaucoup. Ils sont tellement détendus, tellement décontractés. Ils ne s'énervent presque jamais et ils ne sont pas du genre à s'inquiéter pour des détails. Ils ont énormément à nous apprendre sur la philosophie d'à chaque jour suffit sa peine. La joie de vivre dont Everett était témoin l'a beaucoup touché. Il a commencé à remettre en question ses croyances personnelles. Le problème pour un missionnaire chrétien cherchant à partager ses croyances, c'est qu'il faut d'abord convaincre ces personnes qu'elles sont dans le faux. Il faut qu'ils se sentent perdus pour ensuite les persuader qu'ils ont besoin d'être sauvés. Je me suis rendu compte que les piranhas étaient déjà heureux. Ils ne croient ni à l'enfer ni au paradis. Apporter la bonne parole aux piranhas reviendrait à apporter de la glace aux Esquimaux. En 25 ans d'évangélisation, Daniel Everett n'a pas réussi à convertir un seul piranha. La remise en question de ma foi a commencé quand j'ai vu à quel point les piranhas étaient heureux. J'essayais de répondre à toutes les questions très pragmatiques qu'ils avaient sur la nature et le bien fondé de mes croyances. À force de réfléchir à tout ça, j'ai fini par abandonner la religion chrétienne. Ce changement radical est à l'origine du divorce d'Everett. Faire face à la fin d'une relation qui durait depuis plus de 30 ans a été très difficile à vivre. On s'était mariés à 18 ans. Mais le plus dur dans cette histoire, c'est que mes enfants ne m'ont pas adressé la parole pendant 2 ans. Encore aujourd'hui, ils ont du mal à accepter que les croyances aient changé de manière aussi radicale. Ils ne reconnaissent plus le père très chrétien qu'ils ont eu pendant leur enfance. Après avoir mis fin à sa vie de missionnaire, Everett s'est concentré sur sa carrière universitaire. Il se doutait depuis déjà longtemps que la grammaire du piranha était fondamentalement différente. Il savait que si son intuition était bonne, cette découverte révolutionnerait nos connaissances sur le langage humain. À ce moment-là, je traversais une crise à la fois spirituelle et familiale. Mon mariage prenait fin. J'ai aussi dû remettre en question mes connaissances théoriques. Je vivais une période pleine de doutes au moment où j'essayais de comprendre les caractéristiques extraordinaires de la langue des piranhas. En écrivant cet article, j'étais loin de penser qu'il serait à l'origine d'une telle controverse. Daniel Everett venait de déclarer la guerre au père de la linguistique moderne, Noam Chomsky. Noam n'est pas seulement le linguiste le plus influent du siècle dernier. Je crois qu'il est le linguiste le plus influent de toute l'histoire de la linguistique.
J'ai terminé d'écrire mon article, je l'ai envoyé à une des revues anthropologiques de référence. C'était le début des ennuis. Selon moi, il sait qu'il a tort. J'en suis persuadé. C'est peut-être une théorie intéressante d'un point de vue socio-anthropologique, mais cela n'a aucun rapport avec la nature du langage. Ça n'a aucun sens. J'ai reçu des lettres d'insultes m'accusant de racisme. Malheureusement, c'est une méthode utilisée par de nombreux intellectuels pour attirer l'attention sur eux. J'étais consterné quand j'ai lu que Chomsky considérait Dan comme un charlatan. Je les connais tous les deux et ce n'est pas justifié. C'est même inacceptable. L'origine de ce litige n'est pas réellement scientifique. Pour eux, j'étais un type qui sortait de sa jungle pour parler d'une langue que je suis le seul à parler. Et en plus, je me permettais de dire que le plus grand linguiste de l'histoire s'était trompé sur l'une de ses théories les plus importantes. Et puis on ne sait même pas si toute cette histoire est vraie. Mais c'est encore un autre problème. C'est l'anomalie grammaticale que Dan Everett prétend avoir décelée qui a déclenché cette violente guerre d'opinion. Selon lui, le piranha ne présente aucun signe de récursivité, la capacité d'associer un nombre infini d'idées dans une seule et même phrase. Prenons par exemple une phrase simple, comme « Bill a vu Marie ». Ensuite, on peut l'intégrer dans une phrase plus complexe. « John dit que Bill a vu Marie ». Mais pour prouver la récursivité, il faut qu'on puisse continuer indéfiniment. Par exemple, John dit que Bill a dit que Marie a dit que Peter a dit qu'Irving avait acheté une maison. Quand une phrase peut être complexifiée à l'infini, c'est ce qu'on appelle la récursivité. Si, dans une langue donnée, vous trouvez une phrase qui ne peut en aucun cas être complexifiée, vous prouvez qu'il n'y a pas de récursivité dans cette langue. C'est le cas du piranha. En 2002, Noam Chomsky avance que la récursivité est la base commune de toutes les langues humaines. Cette affirmation est un élément fondamental de sa théorie de la grammaire universelle qui se trouve au centre de la linguistique moderne. La grammaire universelle considère que la structure du langage, la grammaire, se trouve de manière innée dans le génome humain. Cela revient à dire que cette compétence n'est pas acquise, mais qu'elle est inhérente à l'esprit humain. D'après cette théorie, toutes les langues humaines, quelle que soit leur spécificité, partagent la même structure profonde, la fameuse grammaire universelle. Cette idée éminente est à la base des sciences du langage depuis plus de 50 ans. De nos jours, la grammaire universelle défend la théorie de l'origine génétique de la faculté du langage. S'opposer à cette théorie n'est pas très constructif. Si Everett a vu juste au sujet du piranha, de nombreux linguistes estiment que cela remettrait radicalement en cause l'idée d'une grammaire universelle. Chomsky a une influence démesurée sur la linguistique. Dès qu'il expose une nouvelle théorie, elle est immédiatement adoptée par la communauté. Dans un article récent, Chomsky affirme que la faculté du langage au sens étroit, en d'autres mots les spécificités de chaque langue, se résume à son potentiel de récursivité. Le moins que l'on puisse dire, c'est que tous les linguistes ne sont pas d'accord. Je ne le suis pas. Mais cette affirmation a tout de même été perçue comme la dernière déclaration du Maître suprême sur les caractéristiques du langage. Si bien que l'idée qu'il manquerait justement à une langue cette particularité, que Chomsky définit comme essentielle, a très vite intéressé beaucoup de monde. Si j'ai vu juste et que le piranha est dénué de récursivité, alors la récursivité n'est pas la base universelle du langage humain. L'un de nous deux a raison, l'autre a tort.